Plaisir de voir la salle avec autant de personnes et merci à vous qui êtes en ligne également de participer à cette rencontre. Un grand merci tout particulier à Karim Émile Bitar qui est à Beyrouth et qui va donc nous éclairer également sur la fameuse stratégie de Hezbollah, stratégie sur laquelle on s'interroge beaucoup ici à Paris, mais pas que à Paris je pense. Et donc c'est vrai que nous avons la chance ce soir d'avoir Dominique Avon à Paris et Karim Bitar à Beyrouth. Alors, vous connaissez l'exercice, je pense. Je vais demander à Dominique dans un premier temps, Karim dans un deuxième temps, de parler pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes maximum. Après, l'idée, c'est qu'ils puissent dialoguer tous les deux ensemble s'ils le souhaitent. Si Dominique a des questions après l'intervention de Karim et si Karim a des questions à Dominique. Il y a peut-être quelques questions que je poserai aussi au passage. Et puis, bien sûr, on vous laissera du temps pour vous exprimer, poser les questions que vous voulez donc à nos deux intervenants, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir et de partager ce moment pour tenter de répondre à toutes les questions que nous nous posons donc sur le Hezbollah face à la guerre à Gaza. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que cette première séance va être suivie d'autres séances puisque nous souhaitons interroger les différents acteurs régionaux vis-à-vis de cette guerre. Et donc nous aurons une rencontre bientôt sur les Houthis face à la guerre à Gaza, sur l'Égypte face à la guerre à Gaza. Dominique vient de me donner l'idée, évidemment aussi, de faire une séance de l'Irak face à la guerre à Gaza. Donc nous allons décliner ces différents acteurs parce que on a les yeux évidemment rivés sur la situation à Gaza, ce qui est tout à fait légitime, mais toutes les questions que l'on a sur ces acteurs régionaux, plutôt que de faire une séance où on va aborder de façon un peu superficielle l'ensemble de ces acteurs, nous préférons ici prendre le temps et de creuser le comportement de ces différents acteurs qui, comme vous le savez, eh bien, jouent un rôle important et pour lequel on a besoin d'avoir des éléments d'analyse et de compréhension de ce qu'ils sont. Donc, depuis la guerre à Gaza, évidemment, nous avons de nombreuses interrogations les uns et les autres sur ce rôle de Hezbollah. Il y a toujours cette attente des discours de Nasrallah pour savoir ce que va dire le grand chef de Hezbollah à Beyrouth par rapport à ce conflit. La première remarque d'ailleurs que l'on peut faire, c'est que Nasrallah a mis beaucoup de temps avant de s'exprimer. Et ça, Dominique, évidemment, reviendra sur ce point. Il a, à ce jour, prononcé plusieurs discours et ça va être plus particulièrement l'angle d'attaque de l'intervention de Dominique Avon. Et en fait, l'idée que nous avons eue, c'était aussi à partir de la lecture de son papier dont je vous recommande la lecture dans La vie des idées. Et donc, c'est un papier, le Hezbollah face à la guerre de Gaza, par Dominique Avon, un papier qui date du mois de décembre, si je me souviens bien, et évidemment que Dominique va actualiser avec les derniers discours de Nasrallah, puisque depuis la rédaction de cet article, il y en a eu d'autres. Mais on a trouvé très intéressant cet angle d'attaque qui est de venir par les discours de Nasrallah pour parler de ce rôle de cet acteur, puisque c'est quand même lui qui donne le ton de la réaction de ce que peut faire cette milice et cet acteur politique au Liban. On va évidemment parler aussi de l'attaque de Saleh al-Aouri à Beyrouth, puisque là, il y a quand même une attaque au cœur même de Beyrouth, alors que jusque-là, les attaques étaient limitées, si je puis dire, au sud Liban, donc à la frontière entre Israël et le Liban. Et donc, ça nécessite aussi de comprendre ce qu'il en est. Et donc, ce sont tous ces points et bien d'autres que nous allons aborder. Alors, j'ai assez parlé, je vais tout de suite donner la parole à Dominique Avon, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et qui a la chaire Histoire intellectuelle du sunnisme contemporain, qui est agrégé d'histoire et licencié d'arabe, et qui est un habitué de l'IREMO, puisque nous l'avons souvent accueilli. Et donc, c'est avec un grand plaisir, Dominique, que je te cède la parole pour un quart d'heure, 20 minutes. Et je t'interromprai si c'est trop long. Et voilà, nous t'écoutons. Grand merci Agnès pour cette invitation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les discours du secrétaire général du Hezbollah, depuis qu'il est secrétaire général, ça fait plus de 30 ans maintenant, sont toujours instructifs parce que dans chacun de ces discours, il porte une mémoire et il propose une vision. Et il récapitule dans chacun de ses discours justement la manière dont il perçoit et le temps écoulé et ce qu'il veut faire. Il y en a eu 4
depuis le début de la guerre à Gaza. Il y en a eu 2 début novembre et il y en a eu 2 début janvier. Et je vous propose d'examiner les principaux points sur lesquels ce secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est arrêté. Le point de départ, c'est de dire, attention, nous, Hezbollah, on n'est pas impliqué dans le 7 octobre. C'est une affaire palestinienne. Et c'est très remarquable que dès ce premier discours de début novembre, il est tenu à dire, contrairement à ce qui était énoncé, il y a eu une préparation. Nous ne sommes pas là. Le Hamas est autonome et il a fait cette opération qui s'appelle déluge d'Al-Aqsa. Il reprend tout à fait la phraséologie et les vocables du Hamas. Il les assume complètement, y compris le djihad. Donc, alors plutôt Moudjahidine d'abord, Moudjahidoun dans un premier temps, et surtout à partir des discours de janvier, c'est le vocabulaire du djihad qui est utilisé directement par le secrétaire général du Hezbollah. Mais son intention première était de dire on n'est pas directement impliqué là-dedans. Mais on soutient, évidemment. On soutient et il présente les choses comme étant dans une continuité historique de la défense des Palestiniens contre l'agression injuste israélienne. Et dans un des 2 discours de janvier, il parle de plus grand génocide des temps contemporains. Donc il évoque les massacres, il évoque les maisons détruites, il évoque les femmes, les enfants qui sont morts, et il récapitule ça dans une histoire de moyenne durée depuis 1948 jusqu'à nos jours. Mais dès ce premier discours, il y a un contrepoint qui fait qu'il dit c'est une question qui est régionale. Il ne dit pas aussi régionale, il ne dit pas, mais on voit qu'il y a les 2 points de vue qui se juxtaposent immédiatement. Et voilà qui devient pour nous extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre de comprendre à la fois sa vision géostratégique et les enjeux qui sont aussi des enjeux confessionnels et qui sont des clés de lecture qui permettent d'expliquer pourquoi il y a certes des échanges de tirs à la frontière libano-israélienne, mais pas d'engagement frontal jusqu'à présent. C'est ce que je vais essayer de faire dans le quart d'heure qui m'est imparti ici. Alors, parmi les éléments importants qu'il dit, c'est que l'entité sioniste, ce n'est pas l'acteur principal du camp d'en face. L'acteur principal du camp d'en face, dit-il, c'est l'Amérique. Et l'Amérique. Et l'entité sioniste, c'est qu'un des outils de l'Amérique. Et donc vous voyez qu'on est tout de suite placé, non plus simplement dans une guerre très localisée, mais dans un combat qui est un combat de nature internationale. Et dans ce combat de nature internationale, il y a des acteurs régionaux et 2 pays qu'il nomme par leur nom, face à l'ennemi, donc l'Amérique et l'entité sioniste. Ces 2 acteurs régionaux, c'est la Syrie. Il prend soin dans ses 4 discours de ne jamais parler du régime syrien ni de nommer Bachar el-Assad. Mais il parle de Souria, il parle de la Syrie, et dit que c'est en Syrie, et je vous demande de retenir ce point, c'est en Syrie qu'on a combattu les takfiriyin, c'est-à-dire on a combattu des extrémistes sunnites dans la bouche du secrétaire général du Hezbollah. Et puis le 2e acteur régional, c'est l'Iran. Alors l'Iran, il lui accorde beaucoup plus d'importance, et sur le plan historique, parce qu'il dit que les Iraniens ont commencé à se soulever dès les années 70. Et vous voyez la mise en regard historique ici. On n'est pas sur l'actualité immédiate pour Hassan Nasrallah. C'est un combat depuis les années 70, pré-révolution islamique de 79, et qui se continue depuis, face toujours au même ennemi, avec des termes extrêmement importants qui sont utilisés pour qualifier des acteurs iraniens, l'imam Khamenei, et il parle de qiyada, c'est-à-dire de conduite du combat par l'imam Khamenei. Et puis le troisième discours était centré sur le rôle du général Soleimani qui dirigeait les forces Al-Quds des Iraniens, pour lequel il dresse un portrait de martyr glorieux, mais qui n'est pas simplement un martyr glorieux, qui a été en mesure d'unir les forces de l'axe de la résistance, Mihwar el-Mukawama, des forces de l'axe de la résistance. Et donc,
on peut se dire qu'il y a une contradiction entre d'un côté affirmer c'est un combat palestinien face aux Israéliens, et puis là on est tout de suite dans une autre perspective, l'axe de la résistance, qui est soutenu par l'Iran avec des noms propres, et il dit il nous a aidés à agir à tel moment, il parle de 2000, à tel moment, il parle de 2003 en Irak, 2000 c'était au Liban, 2003 c'était en Irak, et on a une perspective, une mise en perspective de ce qui se joue, qui est absolument régionale ici. Cependant, dit-il, nous ne sommes pas des abid, nous ne sommes pas des adawat, on n'est pas des esclaves de l'Iran, on n'est pas des instruments de l'Iran. Adawat, c'est un terme qu'il prend dans d'autres discours pour parler des régimes arabes subordonnés aux États-Unis. Et il dit ça, ce sont des instruments. Nous, on n'est pas ça. Avec l'Iran, on n'est pas ça. Et donc, vous voyez, il reconnaît en fait que le combat est régional et international, mais que chacun a son autonomie. Le troisième point qui est intéressant, c'est la manière dont il conçoit les fronts. Et il distingue 4 fronts. Ces 4 fronts, c'est le front de Gaza, et le front de Gaza est tenu par le Hamas. Et il revient à nouveau sur les destructions. Et le point important sur ce front de Gaza, c'est que les Israéliens n'ont absolument aucune légitimité pour être sur cette terre. Cette terre est la terre des Palestiniens. Les Israéliens sont des étrangers, c'est un corps étranger sur cette terre, et ils repartiront. Donc le discours est très clair là-dessus. C'est-à-dire il ne s'agit pas du tout de penser 2 États, etc. C'est les Israéliens vont partir parce qu'ils sont des étrangers, un corps étranger sur cette terre des Palestiniens. Le deuxième front est le front, et je suis très content d'apprendre ce soir qu'il y aura justement une intervention sur le Yémen. Le deuxième front, c'est le front de la mer Rouge. C'est le front des Houthis, et il défend les actes glorieux, les martyrs Houthis, qu'il place là aussi dans une perspective, puisqu'il a eu des discours très importants, notamment en 2015, 2016, 2017, pour parler de l'acte et les actes et le combat des Houthis contre, à ce moment-là, l'Arabie saoudite et les alliés de l'Arabie saoudite au Yémen. Eh bien, le combat des Houthis, c'est un prolongement de ça. Et donc, il vante les mérites de ces Houthis. Les termes qu'il emploie, c'est Rijal Allah, Ansar Allah. Donc Ansar Allah, c'est militants, qui sont de Dieu, qui combattent ici pour cette action. Le troisième front, c'est le front irakien. Le front irakien, c'est celui des milices chiites irakiennes qui sont en train de laver le sol irakien du sang qui est tombé. Mais contre qui? Contre les États-Unis. Et le corps étranger en Irak, c'est les États-Unis, ce qui nous ramène à cet ensemble général du combat contre les États-Unis et de ses alliés régionaux. Alors il dit, les États-Unis disent qu'ils sont venus pour défendre, libérer. Absolument pas. Bon, ne croyez pas l'Organisation des Nations Unies, ils ne font rien pour défendre les Palestiniens et tous ceux qui sont opprimés ici. Ne croyez pas les États-Unis qui sont devenus, parce que Daesh, il le dit dans le premier discours de janvier, le 3 janvier, alors qu'il vient d'y avoir l'attentat en Iran, il dit Daesh, c'est Sania, c'est-à-dire une construction des États-Unis d'Amérique. Daesh est une construction des États-Unis d'Amérique. Et dans le deuxième discours de janvier, alors que Daesh a revendiqué l'attentat d'Iran, il dit, il commence son discours par là, et c'est une construction des États-Unis d'Amérique. D'accord? Donc on est bien, en combattant les takfirines de la Syrie et en combattant Daesh, on est bien dans ce combat global contre les États-Unis et ses alliés, ou c'est ce qu'il a fait naître dans la région. Et le quatrième front, c'est le front sud. Et le front sud, c'est le front libanais, dont Karim en parlera bien mieux que moi. Et ce qui est important pour lui, c'est de dire, nous n'avons pas besoin de déclarer la guerre. Nous n'avons pas besoin de nous engager dans la guerre. Nous sommes déjà en guerre.
Et il sait qu'il y a eu tout un tas d'articles, d'émissions, de déclarations en disant mais que fait le Hezbollah? Pourquoi le Hezbollah n'y va pas? Et dans tous ces discours de novembre et de janvier, il y a un plaidoyer pro-domo pour dire voilà ce que nous faisons, voilà combien d'armes nous mettons en face, voilà combien de troupes israéliennes sont mobilisées en face de nous, voilà le nombre d'opérations que nous avons faites, voilà les forces navales, aériennes, terrestres qui sont mobilisées. Voilà. Et il dit, ne nous dites pas que nous devons aller en guerre, nous y sommes déjà. Et nous combattons, pas simplement depuis le 7 octobre, nous combattons depuis que nous sommes là. Et l'un des discours était la commémoration de Ahmed Qassir, celui qui est considéré comme le premier martyr du Hezbollah en 1982 contre Israël. Et donc il resitue ça dans cette généalogie. Il me reste plus que 5 minutes, je suppose. Oui, à peu près. Bravo. Donc, maintenant que je vous ai résumé ces éléments-là, je voudrais un peu insister sur le vocabulaire employé et analyser les absents de ces discours. Le vocabulaire est un vocabulaire qui est à la fois sur un plan séculier et sur un plan religieux. Sur un plan séculier, c'est de dire, bon, on combat une occupation, on combat une injustice, on combat des dominants, on est pour les déshérités, on est pour ceux qui subissent, qui sont massacrés, Tout ça, c'est un registre séculier qui peut être entendu par tout le monde, qui rejoint le discours de Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, sur le combat des ahrar, des hommes libres dans le monde. Vous voyez, ça, c'est un registre de type universel. Mais il y a un registre religieux qui est plus fort, ou qui complète, qui nourrit ce registre-là, c'est tout le discours autour du djihad, et qui rejoint également celui de Haniyeh, qui parle également, lui aussi, de djihad par l'argent, par l'engagement personnel, Et ce discours-là est très important. Mais il n'est pas tout à fait le même dans la bouche de Haniyeh et dans la bouche de Nasrallah, du fait de sa vision géostratégique. En effet, si vous regardez bien, en dehors du Hamas, quels sont les combattants qu'il a mis en valeur? Il a mis en valeur des Houthis, zaïdites, donc qui sont considérés du point de vue de Nasrallah comme des chiites. Il a mis en valeur les milices chiites irakiennes, chiites, et le Hezbollah est chiite. Qu'est-ce qui est important pour lui? C'est de voir que tous les régimes arabes qui sont tenus par plus l'Iran et la Syrie, qui sont dirigés par les Nusayri alaouites en Syrie et par les Iraniens chiites du Haut-Décima pour l'Iran. Donc. Il ne parle pas des autres, ou il en parle à une reprise dans le deuxième discours de novembre, parce que c'est le jour où il y a la réunion à Jeddah qui est organisée par Mohammed Ben Salman. Et il leur dit, vous vous réunissez aujourd'hui, faites quelque chose. Or, qu'ont fait les représentants, c'était les représentants de la Ligue des États arabes et les représentants de l'OCI. Une déclaration pour dire condamner l'agression, condamner les massacres sans distinction, et rappeler que la position des États qui étaient réunis ici, c'est le retour au plan de paix de mars 2002, si je ne me trompe pas. D'accord ? Donc, on est ici dans un registre qui n'est pas du tout le même que celui de Hassan Nasrallah. Et l'Iran, qui avait dit, lors de cette fameuse réunion de novembre, vous devez, vous, membres de la Ligue des États arabes ou de l'OCI, couper tous vos ponts avec Israël, l'Iran n'a pas été suivi sur ce point. Donc, dans les deux discours de janvier, il n'y a pas un mot pour ces régimes. Pas un mot pour ces régimes. Je conclus. Le point important, c'est est-ce que Nasrallah veut donc s'engager plus avant dans ce combat-là? Il sait que s'il le fait, même s'il a déclaré « je n'ai pas peur de la flotte américaine en Méditerranée », il sait que s'il le fait, ses forces chiites vont être les premières à trinquer. Or, ils ont mis des années à acquérir ce statut dans la région, qui en fait des forces absolument incontournables sur le plan militaire. Donc une guerre régionale n'est pas dans son intérêt premier vis-à-vis des autres régimes. Ce n'est pas son intérêt géostratégique, il le sait très bien, d'être en avant dans ce combat-là. Ce qui vous explique pourquoi il dit « je suis prêt à tout ». Si les Israéliens rentrent, la guerre est ouverte au Liban. Il l'a dit en toutes lettres, et la guerre est ouverte au Liban. Mais il ne va pas au-delà pour l'instant, précisément parce qu'il sait que
C'est là-dessus que ça va frapper. Le second point qui me paraît important, c'est que Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, l'a très bien compris, l'a très bien saisi. Et Haniyeh a fait une déclaration, une allocution, devant les représentants de l'Union mondiale des savants musulmans, le 9 janvier. Il a repris les deux registres, le registre séculier universel de la lutte de l'oppresseur contre l'opprimé, entendu par tout le monde, plus le discours djihadiste, qu'il a largement développé, puisqu'il était devant les représentants sunnites de l'Union mondiale des savants musulmans. Il n'a eu, Haniyeh, le 9 janvier, aucun mot pour le Hezbollah. Il a parlé de ceux qui le soutenaient. Il n'a jamais parlé du Hezbollah. Donc Haniyeh voit bien quel est le jeu de Hassan Nasrallah. Et Nasrallah, qui lui parle de Haniyeh et du Hamas, voit également bien où sont les rapports de force et ce qui risque de se passer si un tel avance ou si un tel n'avance pas. Voilà, je m'arrête là pour l'instant et je laisse la parole parce que je n'ai pas du tout parlé de ce qui se passe à l'intérieur du Liban. Karim est beaucoup mieux placé que moi pour le dire. Merci beaucoup Dominique pour tous ces éléments de réflexion, d'analyse qui à mon avis sont quand même donnent à réfléchir beaucoup plus que les éléments qu'on a pu lire à travers la presse. Il y a vraiment cette approche à travers ce discours qui donne vraiment des éléments nouveaux, me semble-t-il, dans l'analyse, et c'est extrêmement précieux. Et donc maintenant, je me tourne vers Karim, qui est donc à Beyrouth. Karim, qui est professeur de relations internationales, qui est l'ancien directeur de l'Institut de sciences politiques de l'Université Saint-Joseph, donc à Beyrouth, qui est chercheur associé à l'IRIS, qui passe sa vie entre Paris et Beyrouth, et qui est également vice-président du Cercle des économistes arabes. Mais il y a encore d'autres casquettes, mais je ne vais pas toutes les énumérer parce que Karim fait beaucoup de choses. Et donc Karim, justement, quelle est ta perception, toi, vue de Beyrouth, à propos de ce que vient de dire Dominique, et du coup la stratégie du Hezbollah, la stratégie de Nasrallah, telle que toi tu l'aperçois, et quelles sont les clés d'analyse que tu peux nous donner? Bonsoir à toutes et à tous. Merci Agnès, merci à toi, à Jean-Paul Chagnolot, à Lire et Maud de m'accueillir. Ça fait toujours plaisir de retrouver ce cadre intimiste de la rue des Carmes, même si c'est par Zoom. Donc j'ai écouté avec attention l'intervention de Dominique Avon. Je rejoins ce qui a été dit, notamment sur un point essentiel, celui que le Hezbollah a tenu à faire savoir dès les premiers jours qu'il n'était pas directement impliqué dans les atrocités du 7 octobre. Et cela a été confirmé paradoxalement assez vite par nul autre qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, qui a lui aussi tenu à marquer qu'il y avait un degré de séparation, que cette opération avait été préparée par la branche militaire du Hamas, sans que la branche politique du Hamas et sans que les alliés que sont le régime iranien et le Hezbollah n'aient été directement impliqués ou informés. Donc peut-être que cette déclaration américaine s'inscrivait dans une tentative de désescalade, voulant éviter que les choses ne dérapent, n'aillent trop loin. On peut imaginer en effet que les alliés du Hamas étaient plus ou moins au parfum parce qu'il y a eu une série de réunions qui s'étaient tenues à Beyrouth entre les cadres de ce qu'on appelle Mehwar al-Moumana, l'axe de la résistance, comme ils aiment à se faire appeler. Mais il est probable en effet que même s'ils étaient peut-être au courant que quelque chose se préparait, se tramait, les détails pratiques de cette offensive du 7 octobre aient été inconnus du Hezbollah, ce qui permet de se placer en front de soutien, comme ils aiment à dire, en musanada, c'est-à-dire on n'est pas directement impliqué, mais on affirme une solidarité envers la question palestinienne. Donc ce que ces 3-4 derniers mois ont marqué, c'est de nouveau cette difficulté qu'a eu le Hezbollah depuis ses origines à choisir, ou du moins à se positionner entre sa caractéristique de mouvement islamo-nationaliste libanais qui souhaite lutter contre la menace israélienne, contre l'occupation israélienne du Liban,
et sa deuxième dimension qui est celle d'extension du pouvoir iranien, de bras armés de Téhéran, de proxy pour faire simple. Donc il y a une double filiation du Hezbollah qui doit toujours être présente à notre esprit pour comprendre le positionnement de ce mouvement. Cette double filiation, c'est d'abord la révolution islamique en Iran de 1979, la volonté de Khomeini d'exporter la révolution islamique dans les pays arabes. Et d'ailleurs, même avant 1979, lorsque des groupements chiites hostiles au Shah d'Iran avaient commencé à se mobiliser, c'est dans la plaine de la Bekaa au Liban qu'il y avait eu déjà les prémices d'une action d'organisation militaire. La deuxième filiation, c'est bien entendu l'invasion israélienne du Liban de 1982, qui fut un véritable traumatisme pour le Liban tout entier, qui a provoqué 30 000 morts selon les sources libanaises, au moins 18 000 morts selon les sources israéliennes. Zeev Schiff et Yehud Amari, le livre de référence en Israël sur cette guerre de 82, plus d'1 million de réfugiés, c'est-à-dire un Libanais sur 3, et l'émergence progressivement du Hezbollah après cette invasion israélienne. Donc pendant 18 ans, occupation israélienne du sud Liban, et même plus parce qu'il y avait eu une première invasion en 1978 jusqu'en 2000. Ce qui est marquant et qui devient de plus en plus marquant, c'est que le Hezbollah a changé quelque peu de nature. Dominique Avon a précisé que le Hezbollah aimait à se présenter comme le mouvement des déshérités, des opprimés, comme celui qui était du côté systématiquement des plus faibles. Et c'était le cas pendant longtemps. Et cette image était acceptée par une grande partie de l'opinion publique libanaise et même du monde arabe sunnite pendant très longtemps. Mais les choses ont radicalement changé depuis une quinzaine d'années. Lors de la guerre de 2006, c'était encore le cas. À l'université Al-Azhar, en Égypte, on brandissait des portraits de Nasrallah. Nasrallah était encore perçu comme une figure qui rassemblait sunnites et chiites dans cet axe de la résistance contre Israël. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses qui ont conduit aujourd'hui beaucoup de Libanais et beaucoup d'Arabes à remettre en cause ce discours du Hezbollah. Tout d'abord, le 7 mai 2008, pour la première fois dans son histoire, le Hezbollah a retourné ses armes contre d'autres Libanais, alors qu'il avait longtemps insisté que ces armes étaient uniquement destinées à la lutte contre Israël. Donc il y a eu une sorte de mini-guerre civile qui a duré à peine quelques jours, mais qui était assez violente, avec des attaques du Hezbollah contre les quartiers sunnites de Beyrouth. Ensuite et surtout, 2011, après le déclenchement de la révolution syrienne, à l'instigation du guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Khamenei, le Hezbollah s'est engagé assez fermement, assez pleinement, durement dans le soutien au régime de Bachar el-Assad et a donc été perçu par la population syrienne et par une grande partie des opinions arabes sunnites comme une force contre-révolutionnaire ayant contribué à l'écrasement d'un mouvement d'insurrection. Et puis sur la scène intérieure libanaise, le Hezbollah avait tout d'abord réagi de façon extrêmement radicale au retrait des troupes syriennes en 2005. Une série d'assassinats avait frappé des figures hostiles au Hezbollah, une dizaine, une quinzaine d'intellectuels, de journalistes, d'hommes politiques. Et puis, en 2019, lorsque le peuple libanais tout entier s'est soulevé contre la corruption, l'oligarchie financière, souhaitant l'émergence d'un nouveau pacte social, d'un nouveau système politique et économique, là aussi, 3 ou 4 jours après le déclenchement de ce mouvement, Hassan Nasrallah a fait l'un de ses célèbres discours et il a en quelque sorte sifflé la fin de la récréation en appelant ses partisans, parce qu'une partie de ses partisans avait rejoint ce mouvement de protestation, une partie significative, et le Hezbollah a donné l'impression de soutenir, de voler à la rescousse
d'un système libanais perçu par une grande partie de la population comme étant un système oligarchique, kleptocratique, profondément corrompu. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'aile sécuritaire du Hezbollah a en quelque sorte l'a emporté sur une autre aile, plutôt avec des préoccupations sociales et économiques, qui pensait qu'il fallait accompagner ce mouvement de protestation. Ce qui fait que la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Hezbollah est radicalement différente de celle de 2006. S'il devait y avoir une nouvelle guerre entre Israël et le Liban et que cette nouvelle guerre n'était pas provoquée par une fuite en avant israélienne de M. Netanyahou, si c'est les Israéliens qui décident, sans qu'il y ait eu de provocation préalable, d'attaquer le Liban, on pourra s'attendre à une sorte de ralliement autour du drapeau. Mais si c'était des provocations à répétition du Hezbollah qui provoqueraient une réaction israélienne dont on peut déjà soupçonner l'ampleur et le côté dévastateur, là, le Hezbollah aurait beaucoup moins de soutien qu'il n'en a eu en 2006. Donc, bien qu'étant très proche de l'Iran, bien qu'il y ait ce lien organique qui a été évoqué entre l'Iran et le Hezbollah doit quand même tenir compte de l'état d'esprit de la population libanaise. Et aujourd'hui, dans son écrasante majorité, la population libanaise ne souhaite pas être entraînée dans un nouveau conflit. Il y a un sentiment, bien évidemment, de solidarité envers les victimes civiles en Palestine. Il y a énormément de Libanais qui se mobilisent en soutien à la population de Gaza, mais les Libanais savent que leur pays ne serait tout simplement pas en mesure de supporter une nouvelle guerre, que ce pourrait être le coup de grâce pour l'État libanais. Cet État est déjà en état de décomposition avancée. Et même chez les partisans du Hezbollah, certains sondages assez révélateurs ont été publiés par des quotidiens proches du Hezbollah, montrant que même au sein de la base du Hezbollah, il n'y avait pas d'appétence pour une nouvelle guerre, à moins que celle-ci ne soit imposée par Israël. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez paradoxale. Les relations entre le Hezbollah et le Hamas ont connu beaucoup de hauts et de bas au cours de ces 10-15 dernières années. Au début de la révolution syrienne, le Hamas avait choisi de se solidariser avec les protestataires en Syrie. C'était non seulement un sentiment de solidarité sunnite, mais aussi l'idée que c'était une révolution des opprimés en Syrie qu'il fallait soutenir. Le Hezbollah a de son côté choisi, au nom des impératifs géostratégiques, de s'allier avec le régime d'Assad. Donc il a fallu 6 ou 7 ans pour que les relations commencent à nouveau à se consolider. Et Saleh El-Arouri, que tu as évoqué, Agnès, ce cadre du Hamas qui a été ciblé à Beyrouth dans la banlieue sud, et c'était la première frappe israélienne contre la capitale libanaise depuis 2006, avait joué un rôle décisif dans le rapprochement entre les différentes factions qui forment cet axe de la résistance, entre guillemets, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique, le régime iranien, le régime syrien. Donc ce n'est pas un hasard si c'est lui qui a été ciblé. Il y a toujours des tensions assez vives, mais qui sont sous-jacentes entre le Hezbollah et le Hamas. On affiche une unité de front, mais il y a eu des reproches de certains dirigeants du Hamas reprochant au Hezbollah de ne pas en faire assez pour soutenir les groupes en guerre à Gaza. Donc, le Hezbollah est soumis à toute une série de contraintes. L'opinion publique libanaise, l'état de l'économie de la société libanaise qui sont véritablement pas prêts à ouvrir une nouvelle guerre. Et de l'autre côté, c'est les oscillations qui peuvent être celles du pouvoir iranien. Pour le régime iranien, le Hezbollah est un peu une assurance-vie. On demandera au Hezbollah d'intervenir si, et seulement si, à mon avis, le régime iranien est directement menacé. Donc aujourd'hui, il y a une sorte d'équilibre de la terreur qui s'est installé. Les États-Unis ont dépêché le USS Ford, l'un de leurs porte-avions les plus puissants en Méditerranée, avec pour objectif clair de dissuader l'Iran d'élargir le front.
Mais la détérioration de la situation au Yémen pourrait envenimer la situation, quand bien même personne n'aurait intérêt, si l'on estime que les acteurs sont rationnels, ni Israël, ni l'Iran, ni le Hezbollah n'ont intérêt à l'ouverture d'un second front. Cela n'empêche pas que les choses pourraient déraper. Une frange non négligeable de l'establishment politique et militaire israélien sont partisans d'une fuite en avant qui pourrait permettre à M. Netanyahou de gagner du temps, de sauver sa peau, qui pourrait permettre de profiter du parapluie militaire américain en Méditerranée. Beaucoup se disent, nous avons déjà perdu l'opinion publique internationale qui est déjà critique d'Israël. C'est une année électorale aux États-Unis, donc les États-Unis vont peut-être exprimer quelques réserves, mais ils vont devoir se ranger derrière nous. Donc profitons de ce contexte pour renier les ailes de Téhéran, pour régler son compte une fois pour toutes au Hezbollah. Mais cela pourrait être extrêmement périlleux, extraordinairement contre-productif. Israël a tendance, et d'ailleurs c'est un point commun avec le Hezbollah, Israël a tendance parfois à succomber à l'hubris, à surestimer son pouvoir, à sous-estimer les limites du hard power. Déjà au premier jour de la guerre de 2006, Israël avait proclamé vouloir éradiquer le Hezbollah. On a vu que moins de 2-3 semaines après, ils ont commencé à négocier et que cette guerre s'est achevée après 33 jours. Et malgré que le Liban ait subi d'énormes dégâts matériels et beaucoup de pertes humaines, ce fut en quelque sorte une victoire à la Pyrrhus et le Hezbollah a pu transformer cela en victoire politique dans une guerre asymétrique. Le simple fait de ne pas avoir été éradiqué vous permet de vous présenter comme ayant résisté à un ennemi infiniment supérieur en nombre et en munitions et en soutien international. Et ce même scénario se reproduit avec le Hamas. Israël avait proclamé vouloir éradiquer le Hamas. On voit après 110 jours de guerre que c'est loin d'avoir été le cas, que les principales victimes sont les populations civiles palestiniennes, plus de 25 000 morts. 80% des habitations détruites. De l'avis de l'ONU, Gaza est inhabitable. Et pourtant, les principaux cadres du Hamas n'ont pas encore été ciblés, et quand bien même on les tuerait, une nouvelle génération émergerait. Si le Hamas devait disparaître, on verrait réapparaître un autre groupe sous une autre appellation, car on ne peut pas bombarder une idéologie, un sentiment d'humiliation, un sentiment de révolte contre des décennies d'occupation. Donc nous sommes dans une situation où les acteurs s'observent les uns les autres. La situation peut déraper à tout moment, il suffit d'erreurs de calcul, il suffit de représailles mal calibrées pour que la situation ne dérape. Les États-Unis, qui d'ordinaire prennent une position un peu plus ferme, sont aujourd'hui tétanisés. Même en 1982, Ronald Reagan, président républicain, faucon, très pro-israélien, avait levé le ton à partir de septembre 1982, il avait appelé Menachem Begin, il lui avait dit: ce que je vois me rappelle le génocide, il faut arrêter ça tout de suite. Il avait même mentionné l'Holocauste, pas seulement un génocide classique. Donc Reagan avait élevé le ton, mis des pressions sur Israël, ce qui avait fini par contraindre les Israéliens à autoriser François Mitterrand à exfiltrer Yasser Arafat vers la Tunisie et à mettre un terme à cette occupation, ou du moins à ce blocus de Beyrouth, même si l'occupation va ensuite perdurer jusqu'en 2000. Aujourd'hui, la communauté internationale, entre guillemets, semble totalement impuissante, impotente. Et les Libanais ont le sentiment d'être pris en otage entre d'un côté un Hezbollah qui doit quand même si c'est une force composée majoritairement de Libanais, qui doit tenir compte des impératifs géostratégiques de l'Iran, et un gouvernement israélien de plus en plus messianique, de plus en plus déterminé à aller de l'avant. Des sondages assez inquiétants paraissent. Il y a moins d'1% de la population israélienne qui demande un cessez-le-feu. 64% qui estiment qu'on n'a pas utilisé suffisamment la force. Et donc, il n'est pas exclu que cette guerre ne se limite pas à Gaza,
même si depuis 2006, cet équilibre de la terreur semble avoir été intégré. Les principales victimes, s'il devait y avoir un conflit, seraient le Liban, la société, l'État libanais, les civils, mais Israël subirait également des dégâts considérables. Le Hezbollah a peut-être perdu une partie de sa légitimité dans la société libanaise, dans le monde sunnite, mais il a été d'un autre côté aguerri par sa participation à sa guerre en Syrie et il pourrait infliger des dommages sur la société israélienne qui seraient beaucoup plus considérables que ceux qu'a infligé le Hamas. Donc, à moins d'une intervention internationale beaucoup plus ferme, cette région pourrait voir encore des jours très sombres devant elle. C'est pour cela que c'est l'un des rares points avec lesquels Hassan Nasrallah sur lesquels on peut le retrouver. Il y a une responsabilité accablante des États-Unis. D'ailleurs, Nasrallah n'est pas le seul à dire ça. Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Ariel Sharon à Paris, disait que si les Américains nous coupent les vivres, nous avons uniquement 2-3 semaines de munitions. Donc cette guerre est aussi une guerre américaine. Ce n'est pas exclusivement une guerre israélienne qui est menée. Et cela contribue à l'approfondissement des lignes de faille entre le monde musulman et l'Occident, entre le Sud global et l'Occident. Et pour affiner un peu, je ne pense pas que ce soit tant islam contre Occident, c'est le choc de deux traumatismes. Pour comprendre un peu qui soutient qui dans ce conflit, il faut voir quels sont les traumatismes fondateurs. Pour ceux, notamment les Européens et les Américains, pour qui le principal traumatisme du XXe siècle, c'est l'Holocauste, la destruction des Juifs d'Europe, pour reprendre le titre du livre de Raoul Hilberg, il y a une solidarité quasi instinctive, naturelle, compréhensible avec Israël. Pour tous ceux qui, dans le reste du monde, ont été surtout marqués par l'expérience de la colonisation, qui ont été marqués par le livre de France Fanon, Les damnés de la Terre, plus que par le film Shoah de Claude Lanzmann. Pour tous ceux pour qui le traumatisme fondateur, c'est le colonialisme, il y a une solidarité instinctive, naturelle, compréhensible avec les Palestiniens. Et c'est là qu'on voit que les frontières se brouillent, parce que même des pays comme l'Écosse, l'Irlande, qui sont au cœur de l'Europe, et à contrario des pays également des pays d'Amérique latine, comme le Mexique, la Bolivie, la Colombie, on voit de vastes soutiens à la question palestinienne. Donc, tant que l'on n'aura pas réussi à faire dialoguer ces deux souffrances historiques, ces deux traumatismes psychologiques, on aura du mal à éviter que les lignes de faille ne viennent s'approfondir encore une fois. On a l'impression que Gaza marque le moment où le monde s'est scindé en deux, et chacun est sommé de se précipiter de façon pavlovienne à la défense de sa tribu, de sa communauté, avec ses tripes, en quelque sorte. Et la seule voie de sortie pour éviter ce communautarisme, ce tribalisme des relations internationales, c'est de retourner au droit international, aux résolutions des Nations Unies. Malheureusement, M. Netanyahou a encore rappelé hier que pour lui, la solution à deux États était exclue, n'était pas du tout à l'ordre du jour, et Biden a fait comme s'il n'avait pas entendu, et une demi-heure après, il a dit on va essayer d'aller vers la solution à deux États. Donc il y a encore une sorte de déni côté occidental, mais aussi bien côté Hamas que côté Netanyahou, il y a l'idée que la page de cette solution à deux États est quasiment tournée. Donc il nous incombe aujourd'hui de réfléchir de façon pragmatique à la façon de faire cohabiter sur cette terre deux populations qui sont désormais extraordinairement imbriquées, 7,3 millions de Juifs, 7,5 millions de Palestiniens environ, qui devront vivre ensemble, qui sont là pour rester sur cette terre. Et il faut peut-être revenir à des formules qui avaient été évoquées il y a longtemps. Il y a des projets qui sont présentés, A Land for All, une sorte de système confédéral, mais dans l'état actuel des choses, alors que les haines ataviques sont en train de ressurgir, je ne vois pas comment, avant 20 ou 30 ans, on pourrait parvenir à cette situation. Donc le scénario le plus probable, c'est le creusement des lignes de faille, c'est l'approfondissement des haines de part et d'autre, et la revendication de l'égalité des droits sur l'ensemble du territoire qui va marquer une génération
et qui finira probablement, compte tenu de l'opinion publique internationale qui est en train d'évoluer, par des pressions sur Israël pour mettre un terme à ces discriminations. Donc on ne pourra pas maintenir pendant trop longtemps ce système qui est marqué par des discriminations flagrantes. Aujourd'hui, ce n'est plus uniquement les Sud-Africains, Human Rights Watch et Amnesty qui parlent d'apartheid. C'est carrément l'ancien président du Mossad, Tamir Pardo, qu'on peut difficilement accuser d'être un islamo-gauchiste woke déconnecté des réalités. Donc à partir du moment où vous avez 5 ou 6 anciens premiers ministres israéliens qui vous disent « Nous sommes dans une situation d'apartheid dans les territoires, nous nous dirigeons vers une situation d'apartheid même en Israël, les Arabes, les Palestiniens d'Israël sont perçus comme se vivent comme des citoyens de seconde zone », la solution ne pourra venir que d'une métamorphose, d'une transformation d'Israël, d'un État exclusivement juif vers un État qui serait celui de tous les citoyens. C'est ce que propose le courant post-sioniste en Israël. Mais le traumatisme du 7 octobre, qui est venu réveiller les traumatismes de la Shoah de la Seconde Guerre mondiale, font qu'il faudra au moins une vingtaine, une trentaine d'années pour que l'on puisse sortir du nationalisme ethnique, de l'exclusivisme religieux et revenir à une lecture profane de ce conflit, réaliser que ce n'est pas un affrontement religieux, même si beaucoup ont intérêt à le présenter comme tel, que c'est un affrontement de deux nationalismes, que c'est un affrontement, peut-être il y a une dimension irréconciliable là-dedans, mais que cette terre devra un jour ou l'autre être partagée, que les deux populations sont trop imbriquées pour qu'on puisse les séparer et qu'il est désormais impossible d'accepter des discriminations flagrantes, il y a une cinquantaine de lois à l'intérieur d'Israël qui discriminent à l'encontre des Palestiniens, et en Cisjordanie et à Gaza, la situation est celle d'un apartheid dont on voit aujourd'hui tous les réalités crue et brutale. Mais la solution ne pourra venir que d'une mobilisation des puissances étrangères, et aujourd'hui elles ont l'air complètement aux abonnés absents, tétanisés par la peur, par la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale, et le système onusien est complètement sclérosé. Donc il y a toutes les raisons d'être pessimiste à court terme, mais à moyen terme, il n'y a pas de raison pour que ces deux populations ne parviennent pas à trouver les voies d'un vivre ensemble. Les relations entre la France et l'Allemagne ont connu 3 guerres dévastatrices entre 1870 et 1945, mais dès qu'on a mis un terme à l'occupation, il a suffi d'une quinzaine d'années pour que la réconciliation franco-allemande se concrétise. Donc on pourrait imaginer... On va continuer à revenir. Tu as dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes, avec beaucoup de pessimisme sur le court terme, bien évidemment, et je crois qu'on ne peut que partager ce pessimisme, et surtout de savoir effectivement quel sort aussi pour le Liban dans ce contexte, avec cet acteur du Hezbollah dont on parle, pour essayer de comprendre justement jusqu'où il peut aller, avec un Nasrallah dont on a le sentiment qu'il veut absolument maintenir un équilibre de la dissuasion avec Israël pour ne pas rentrer dans une confrontation, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. Dominique, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu souhaites poursuivre la réflexion? Peut-être, je suis entièrement d'accord avec toute l'analyse qu'a proposée Karim. Je voudrais apporter quelques éléments supplémentaires. En 2017, dans un de ses discours, Nasrallah disait, et à ce moment-là, le Hezbollah était très impliqué en Syrie, « Nous menons ma'araka wujudiyya », c'est-à-dire un combat existentiel. Un combat existentiel. On est en 2024, il ne parle pas du tout de ça. C'est-à-dire que pour Nasrallah, ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas un combat existentiel pour le Hezbollah. Vous comprenez pourquoi il ne s'engage pas plus que ça? Parce que c'est que s'il s'engage, encore une fois, ça risque de le devenir. Il ne veut pas que ça le devienne. Vous voyez pourquoi il veut maintenir l'équilibre post-2021-2022. L'équilibre post-2021-2022, c'est Bachar qui reste au pouvoir en Syrie, c'est l'Iran qui est forte, c'est les Houthis qui ont tenu la dragée haute à l'Arabie saoudite, et ce sont les milices chiites irakiennes qui tiennent le pouvoir en Irak. Donc c'est peut-être, certes, il y a l'idée quand on est en Argentine ou quand on est en Irlande que le combat est un combat des opprimés contre les oppresseurs, mais quand on est là, c'est plus seulement ce combat-là. C'est un combat qui est beaucoup plus complexe et qui a une dimension
qu'on le veuille ou non, confessionnel ici. Hein, c'est chiites contre les autres. Chiites, forces chiites, parce que ce n'est pas les chiites en général, c'est des forces chiites contre les autres, qui tiennent une partie du pouvoir, de territoire et autres. Dans l'un de ses discours de janvier, Nasrallah a dit « après la guerre de Gaza ». Et je vais rejoindre un autre point qu'a évoqué Karim. Nasrallah, il est à la fois sur le registre régional, le lien avec l'Iran, et en dernier recours, c'est ce lien qui est le plus fort. Mais un lien national libanais qu'il faut renouer ou renforcer après ce qu'a très bien dit Karim, c'est-à-dire 2006, où on a vu quand même toute une population du sud Liban qui est allée vers le nord, et le Premier ministre libanais de l'époque qui pleurait en disant ça ne va pas, Nasrallah qui se moquait de lui. 2008, c'est le moment le plus important, les armes qui se retournent, mais en 2011-2012, elles se sont aussi retournées au Liban. Hein. Le cheikh Assir al-Saïda, c'est des armes du Hezbollah qui l'ont chassé de Saïda. Donc ce contentieux sunnito-chiite, dans la mémoire sunnite libanaise, il n'a pas été oublié. Hein. L'humiliation de mai 2008, elle n'a pas été oubliée non plus. Donc, il a dit, après la guerre à Gaza, donc pour lui, il y a un après la guerre à Gaza, c'est le Liban, c'est-à-dire les fermes de Shebaa. Donc là, il se dit, c'est un combat national. Et on rejoint l'idée qu'il faut renforcer. Vous voyez, c'est une autre clé qui permet de comprendre son positionnement. Un dernier point sur Daesh. Daesh, que le Hezbollah ou l'Iran disent que c'est une construction américaine, ça, c'est pour le discours. Ils savent très bien que ce n'est pas une construction américaine. Et d'ailleurs, l'Iran n'est pas allé frapper aux États-Unis après l'attentat contre les gens qui commémoraient la mort de Soleimani. Ils ont tapé où? Au Pakistan. D'accord? Donc, ils savent très bien. Et donc, ils ont cette carte aussi, parce que cette carte de Daesh, qui a reproché au Hamas un combat également nationaliste, cette carte de Daesh doit être prise en compte. Elle est prise en compte, en fait, par les acteurs régionaux. Elle n'est pas prise en compte par des observateurs extérieurs lointains qui ne voient encore qu'un type de combat ou que de narration, mais elle est vraiment prise en compte par des acteurs de terrain qui savent que Daesh, au Yémen, c'est pas fini. En Libye, ça n'est pas fini. En Irak et en Syrie, ça n'est pas fini. Donc, ils tiennent en considération... En Afghanistan, même, ça n'est pas fini. Ils tiennent en considération ceci. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Dominique. Karim, moi j'avais une question dans le prolongement de ce que tu as dit. J'ai lu une déclaration selon laquelle, début janvier, Nasrallah s'était dit prêt ou se dit prêt à envisager un compromis sur la délimitation de la frontière terrestre avec Israël. Et donc, j'ai trouvé cette déclaration un peu surprenante dans le contexte dans lequel nous sommes de la guerre à Gaza. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire pour comprendre cette déclaration qui va dans la suite de la délimitation des frontières maritimes, hein, qui avait été élaborée il y a quelques années maintenant. Mais là, dans le contexte particulier de cette guerre, de cette déclaration de Nasrallah, comment faut-il la comprendre ? Oui, alors cela aussi est très significatif parce qu'en effet, la démarcation des frontières maritimes, signée officiellement l'an dernier par le gouvernement libanais, valait reconnaissance tacite de la part du Hezbollah de l'existence d'Israël et des frontières internationalement reconnues d'Israël. Donc c'était un accord parrainé par les États-Unis, par Amos Hochstein, qui négocie avec le gouvernement libanais, mais c'est un secret de polichinelle au Liban que toutes les décisions que prenait le gouvernement libanais étaient validées, entérinées par le Hezbollah. Donc le Hezbollah a accepté cet accord il y a moins d'1 an. On n'a toujours pas compris ce qu'il avait obtenu en contrepartie. C'est peut-être l'Iran qui a obtenu quelque chose en contrepartie et non pas directement le Hezbollah. Là, en effet, il y a un mois, la question des frontières terrestres a été remise sur le tapis, mais depuis quelques jours, Hassan Nasrallah a un peu rétropédalé en disant que ces négociations ne pourraient avoir lieu qu'après la fin de la guerre à Gaza. Ce qui est un peu problématique d'un point de vue libanais, car ça vient recréer cette idée qu'il y a une wahdat al-sahat, une unité des deux fronts. Et c'est également problématique parce que ce qui avait été proposé par les Américains cette fois-ci, il y avait d'un côté la reconnaissance des fermes de Shebaa, c'est-à-dire le retrait israélien des fermes de Shebaa, un territoire
occupé par Israël, qui est officiellement officiellement syrien, mais les Syriens n'ont jamais produit le document permettant au Liban de pouvoir exercer sa souveraineté sur les fermes de Sheba. Mais l'idée, c'était que pour qu'Israël puisse convaincre les 80 000 ou plus ressortissants, habitants du nord d'Israël de revenir chez eux, il fallait que le Hezbollah accepte de démilitariser le sud du Litani, c'est-à-dire de se mettre en conformité avec la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour le Hezbollah, c'est quelque chose de difficile à accepter. Le sud Liban, c'est un peu son cœur de mission, son mission statement. Mais s'il avait obtenu en contrepartie les fermes de Sheba, le retrait israélien des territoires encore contestés, il aurait pu aller jusqu'à dire nous allons en effet contrôler plus étroitement le sud Liban, c'est-à-dire empêcher le Hamas et le djihad islamique de lancer des roquettes contre Israël à partir du sud Liban. Et nous-mêmes, nous n'interviendrons pas directement. Ce sont les habitants du sud Liban, Al-Ahali comme on dit, qui sont très proches du Hezbollah, qui vont rester présents. Donc c'est une façon pour le Hezbollah de rester présent au sud, tout en donnant quelques gages à la communauté internationale pour permettre que cet accord n'aboutisse. C'était un compromis qui semblait raisonnable, mais la charge émotionnelle extrêmement forte de ce qui est en train de se passer à Gaza et peut-être des considérations liées à un deal plus vaste qui pourrait être négocié avec l'Iran, a conduit Nasrallah à dire que ces négociations ne pourraient avoir lieu qu'après la fin de la guerre. Il n'empêche que des émissaires américains, notamment M. Hochstein, essaient encore de mettre cette solution sur le tapis. Et ça pourrait être une piste qui permettrait d'épargner le Liban, car véritablement, il y a une sorte de majorité assez écrasante au Liban pour dire que le Liban doit rester en dehors de cette guerre, quel que soit notre sentiment de solidarité envers les Palestiniens. Ce serait le coup de grâce. Donc, il ne faudrait surtout pas que le Hezbollah succombe à un hubris, pense que pour accomplir pour rendre quelques services à cet axe de la résistance, il ne faille et il ne tombe dans l'erreur d'une riposte mal calibrée. Ils ont promis de répondre à l'assassinat de M. Harouri. Tout va dépendre de la façon dont cette riposte aura lieu. Si elle est trop excessive, cela pourrait entraîner un dérapage. Voilà, peut-il organiser après cet assassinat? C'est toute la question. Oui, et alors ce qui est significatif, c'est qu'ils ont utilisé des formules un peu floues. D'habitude, le parti basse, c'est-à-dire nous choisirons le lieu et l'endroit de la riposte. Il pourrait être tenté de tester les règles d'engagement, de frapper un peu plus loin, un peu plus fort que d'habitude, un peu plus au sud des zones frontalières. Et il pourrait être tenté de choisir des assassinats ciblés qui frapperaient quelqu'un qui serait l'équivalent de M. Harouri côté israélien. Reste à savoir comment faire ce dosage, qui est l'équivalent israélien de M. Harouri. Si le Hezbollah devait frapper un Israélien particulièrement haut gradé, cela pourrait inciter la frange radicale du gouvernement israélien à se dire on y va et on va profiter de cela pour régler son compte au Hezbollah. Donc les paris doivent être très étudiés avec la plus grande attention, car le moindre dérapage est susceptible de détruire complètement ce qui reste de la nation libanaise. Merci beaucoup, Karim. Dominique, autre chose à ajouter ou on passe à la... Oui, on va passer aux questions parce que j'imagine qu'il doit y en avoir un certain nombre. On verra aussi s'il y a des questions en ligne, Ikram. Déjà, est-ce qu'ici, il y a quelques questions? On va en prendre peut-être 2 ou 3 et on va faire des blocs de 2 ou 3 questions. Alors, tu commences au fond, Gianni, et après, il y aura les 2 questions. On va prendre les 3. Bonsoir. Je voulais revenir un peu à la motivation aux motivations de la guerre de 2006. Je me souviens, moi, j'étais au Liban en vacances en 2006, donc j'ai vécu quelques semaines de cette guerre tragique. C'est un mini de ce que se passe à Gaza aujourd'hui. C'est ce que s'est passé au Liban. Et il n'y a pas de Hamas au Liban. Bon, il y a le Hezbollah.
il n'y avait pas un sentiment de solidarité aux Palestiniens avec un conflit direct en Palestine ou à Gaza ou en Cisjordanie en 2006. Donc, c'est quelque chose que ça ne justifie pas une deuxième ou troisième tentative d'invasion au territoire libanais par Israël. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je me rappelle bien qu'en 2006, Condoleezza Rice est allée au Liban au milieu de cette guerre et elle a dit « Cette guerre, c'est le début d'une reconstruction d'un nouveau Moyen-Orient ». Et ce que s'est passé après, donc, on a vu les manifestations dans les pays arabes contre leur régime. On a vu la naissance d'un groupe radical terroriste Daesh. On a vu la déstabilisation totale de la Syrie, juste après cette guerre de 2006 et les déclarations. Donc, ce qui a changé un peu l'image du Hezbollah, qui jusqu'à 2006, c'était une image, et après 2006, une autre image. Je suis assez d'accord avec monsieur Karim. Donc, je voulais un peu revenir sur cette historique pour comprendre un peu ce que se passe aujourd'hui. Merci beaucoup. On va prendre deux autres questions. Karim, tu pourras répondre à cette question. On va prendre quand même deux autres et Dominique aussi. Alors, il y a Madame là et Madame là. Après, on vous donnera. Une question bien naïve. Est-ce que le Hamas est marqué chiite ou sunnite? Plutôt sunnite, j'imagine. C'est un mouvement sunnite, oui, complètement. Mais il est strictement sunnite. Absolument. Mais ça, on pourra y venir, Dominique pourra y revenir. Et Madame, allez-y. Merci beaucoup. Vous avez très bien décrypté les ambivalences et la délicatesse des positions de tous les pays de cette région. Il y a aussi un clivage non seulement entre les pays du Nord et du Sud, mais entre les chefs des pays et les peuples. Excusez-moi. C'est dramatique chez moi aux États-Unis, c'est dramatique en France. Ça me dépasse vraiment. Ma question concerne les pays arabes et pourquoi même si les accords d'Abraham ont frayé la voie de leur soutien économique ou peut-être militaire ou au moins verbal à Israël, est-ce qu'ils ont la moindre peur, je parle des pays du Golfe peut-être, que l'exode de Gaza, que les Palestiniens puissent finir exilés chez eux? Car en fait, les Palestiniens au Liban, c'est une autre question. Est-ce que les Libanais, parce que quand j'étais là, les Libanais n'étaient pas très, très empathiques envers les Palestiniens. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci. Dominique, tu veux commencer et après je donnerai la parole à Karim. Alors, prenons la deuxième question. C'est un point très important. En 48-49, donc pendant la Première Guerre, les Britanniques et les Transjordaniens négocient et les Transjordaniens disent il n'y a pas de Palestine. Hein, c'est nous qui allons annexer la Cisjordanie. C'est-à-dire du point de vue d'Abdallah, le roi de Transjordanie, la nation palestinienne ne faisait pas sens. Et donc entre 48, 49 et 67, la Cisjordanie n'est pas occupée par Israël. C'est un morceau de la Transjordanie qui devient la Jordanie. Il ne faut pas l'oublier. Gaza est administré par l'Égypte. Donc, il faut bien voir que, non pas les populations, je ne parle pas des populations, mais les acteurs gouvernementaux, les régimes, se sont servis de la cause palestinienne comme une variable d'ajustement et pour leur politique extérieure et pour leurs intérêts intérieurs. C'était vrai en 48-49, ça le reste aujourd'hui. Qu'est-ce que veut faire l'Arabie saoudite aujourd'hui? Quelle est sa priorité? D'avoir la Coupe du Monde de football dans quelques années, de créer telle ville, c'est-à-dire les Palestiniens pour Mohamed Ben Salman, mettez-vous à sa place, est-ce que ça compte beaucoup?
Soyons sérieux un peu. En revanche, il ne va pas le dire comme ça. Donc c'est très important hein, d'avoir ça. Et même pour les opinions publiques, vous avez évoqué le sentiment des Libanais. Ben, oui, il faut reconnaître que tous les Libanais, je reviens d'Égypte, tous les Égyptiens ne sont pas derrière les Palestiniens et encore moins derrière le Hamas. C'est une réalité aussi. Donc il faut reconnaître cette réalité-là pour comprendre ces acteurs-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur 2005-2006. La fracture, elle est 2005 au Liban, entre Hezbollah et une partie de l'opinion. Ce sont les manifestations de mars 2005, après l'assassinat de Hariri. Hein? En 2000, quand Israël se retire du Liban Sud, le Hezbollah dit « on a gagné ». On vend la victoire du Hezbollah au Liban Sud, la défaite israélienne au Liban Sud, etc. Mais après l'assassinat de Hariri, les manifestations qui ont lieu hein, du jour des obsèques de Hariri jusqu'au 14 mars, le 14 mars, les gens qui étaient sur la place des martyrs, ils ne célébraient pas le Hezbollah. Donc on est avant 2006. Et Karim a parlé des attentats ensuite contre, par exemple, Samir Qassir. Samir Qassir, il faisait cours et il savait qu'il y avait des gens du Hezbollah qui l'attendaient. Il est mort en juin 2005 dans un attentat qui est ou syrien ou en tout cas... Donc la rupture du Hezbollah, ce n'est pas 2006, c'est avant. Et elle s'est aggravée en 2008. Donc je pense que c'est très important dans l'histoire nationale libanaise de noter ce point-là pour les divisions intra-libanaises. Dernier point, il y a bien sûr du Hamas au Liban. Et il y a d'autant plus du Hamas au Liban que Haniyeh, après le 8 octobre, je ne pourrais plus dire quel jour exactement, il a déclaré qu'il annonçait la création d'une force armée des jeunes du Hamas au Liban. Et Karim, tout à l'heure, a parlé des attaques du Hamas depuis le Liban Sud. C'est-à-dire qu'au Liban Sud, il n'y a pas que le Hezbollah comme force armée. Il y a du djihad islamique et il y a du Hamas au Liban Sud. Et le Hezbollah laisse plus ou moins faire. Donc il y a bien du Hamas au Liban. Karim, qu'est-ce que tu veux ajouter, poursuivre Oui, la réflexion? alors, on a eu plusieurs questions intéressantes. Avant de les adresser, ce que dit Dominique là me rappelle un point important sur la radicalisation du Hezbollah en 2005. Ce qui est marquant, c'est que le Hezbollah est particulièrement susceptible de succomber à l'hubris et de commettre des erreurs quand il a le dos au mur. Paradoxalement, en 2000, quand ils ont réussi à libérer le territoire libanais de l'occupation israélienne, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une épuration. Après la Seconde Guerre mondiale en France, il y a, selon l'historien Pascal Horry, au moins 11 000 Français qui avaient collaboré avec l'Allemagne, qui ont été exécutés avec des procès extrêmement sommaires. On aurait pu s'attendre que le Hezbollah puisse prendre sa revanche contre certains chrétiens ou chiites, d'ailleurs, qui avaient collaboré avec Israël. Ça n'a pas du tout été le cas, il n'y a pas eu le moindre incident, tout s'est bien passé. Par contre, en 2005, lorsque le Hezbollah a senti qu'il avait le dos au mur, parce qu'il y avait une coalition internationale, qu'il y avait des millions de Libanais dans la rue qui réclamaient le retrait syrien, Hassan Nasrallah a fait un discours très maladroit en disant « Shukran Souria, je remercie la Syrie d'Assad. Je remercie la Syrie d'Assad », ce qui a incité beaucoup de Libanais à descendre dans la rue quelques jours après le 14 mars. Et là, le Hezbollah, se sentant quelque peu cornérisé, a probablement été en grande partie responsable, avec le régime syrien, de l'assassinat de toute une série de personnalités d'opposition. Aujourd'hui, il est à craindre que si le Hezbollah sent qu'il est en position de faiblesse, qu'il pourrait se retrouver seul, il ne fasse à nouveau des erreurs. Ces erreurs sont en partie aussi provoquées par les mauvais calculs américains. Et la première question était très significative, elle portait sur Condoleezza Rice et la guerre de 2006. Et là aussi, les Libanais ont un souvenir très amer de cette déclaration de Condoleezza Rice qui a été rappelée. Elle disait grosso modo, ce qui se passe, ce sont
les contractions qui précèdent l'accouchement d'un nouveau Moyen-Orient, comme si c'était un dommage collatéral absolument nécessaire pour voir émerger un Moyen-Orient démocratique et libéral. Et il faut à nouveau rappeler que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est en grande partie la conséquence de l'erreur stratégique désastreuse de 2003, de l'invasion américaine de l'Irak. Si nous avons aujourd'hui une montée en puissance de l'Iran à l'échelle nationale, si l'Iran a réussi à s'ouvrir vers la Méditerranée à travers son alliance avec le régime syrien, avec la communauté chiite irakienne, les forces de mobilisation populaire, le Hashd al-Sha'bi en Irak, le Hezbollah, c'est une conséquence directe des erreurs américaines. Donc les Iraniens ont patiemment exploité ces erreurs américaines pour monter en force. Une autre question très importante et qui est très vraie, c'est celle du clivage horizontal entre les peuples et les dirigeants. C'est quelque chose qui est venu se rappeler à nous avec le 7 octobre. Beaucoup de dirigeants arabes avant le 7 octobre étaient un peu dans l'idée que c'est un conflit de basse intensité, circulé, il n'y a plus rien à voir, on va noyer la question palestinienne dans une sorte de méga-deal économique avec Jared Kushner, MBS, MBZ, etc. On a vu avec le 7 octobre la centralité, la persistance, l'universalité de la question palestinienne, et aujourd'hui même les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe sont contraints de prendre en considération cette opinion publique arabe qui demeure très critique d'Israël et qui exige la dignité et la liberté du peuple palestinien. Il y a eu un sondage publié il y a 2 semaines par le Washington Institute for Near East Policy, qui est un centre d'études assez proche des milieux pro-israéliens aux États-Unis, et qui montre qu'en Arabie saoudite, pas moins de 96% de la population non seulement n'est pas en faveur de la normalisation, mais est en faveur d'un boycott total d'Israël. C'est révélateur, ça montre que les dirigeants du Golfe s'étaient un peu trop avancés dans la normalisation, n'avaient pas suffisamment pris le pouls de leur société. Un tournant important, ça a été à mes yeux la Coupe du monde de football au Qatar, lorsque l'équipe marocaine a commencé à gagner des matchs, a brandi le drapeau palestinien, alors même que le Maroc avait signé avec Israël, que les accords d'Abraham avaient encore le vent en poupe. C'était sous les yeux de l'émir Tamim, de MBS, de MBZ, qui ont réalisé que les opinions publiques arabes, je n'aime pas trop l'expression rue arabe parce qu'elle véhicule un peu cette idée orientaliste que c'est toujours des instincts grégaires qui s'expriment par opposition aux opinions publiques rationnelles en Occident. Il y a une opinion publique dans le monde arabe qui demeure très sensible à la question palestinienne en Afrique du Nord et dans le Golfe. Mais c'est vrai que certains dirigeants du Golfe continue de penser que la question n'est pas si importante que cela et pourrait être tenté de renouer avec Israël si Israël donne quelques gages, même si ce n'est pas très concret, sur la création potentielle d'un État palestinien. Merci beaucoup, Karim. Est-ce qu'il... Oui. Allez, on reprend un round de questions. D'abord, je vous remercie. J'ai plus ou moins de questions, mais je vais essayer de les joindre, ça sera plus facile. Ah oui. D'abord, je voulais revenir rapidement sur l'hubris des acteurs dont on a déjà bien parlé. On sait que le Hezbollah a de redoutables capacités défensives, certes, mais n'a pas vraiment de capacité offensive ou très limitée. En revanche, on a le sentiment tout de même que Nasrallah reste très mesuré, même s'il sort un peu les muscles, qu'il reste mesuré dans ses actions. Vous l'avez dit, il préfère éviter une guerre massive. En revanche, de l'autre côté, on voit des voix quand même en Israël qui sont très affirmatives. Je pense à Ben Gvir, normalement, Ben Gvir, le ministre de l'Intérieur, voilà, et qui est un peu le chef de file de cette aile radicale du gouvernement Netanyahou, qui lui dit clairement qu'il veut envahir le Liban, qu'il faut mener cette guerre. Voilà, donc je me demandais déjà une première question. On voit qu'il y a une unanimité totale de la population israélienne. Enfin, bon, okay. Dans la société civile, il y a quand même des contestations, mais il y a quand même une grosse unanimité sur la guerre à Gaza. Je me demandais, à l'inverse, que pèsent les propos d'un Ben Gvir, par exemple, sur une éventuelle guerre au Liban? Que pèsent ces velléités d'invasion au Liban dans la société israélienne, finalement? Est-ce qu'il faut les prendre au sérieux? Et du coup, je vais essayer quand même de la lier à ma seconde question qui est beaucoup plus courte, qui est là plutôt sur un calendrier à moins terme.
Quel cas il faut faire de la potentielle élection de Donald Trump d'ici moins d'1 an et qui s'est montré beaucoup plus radicale que Biden, qui est déjà assez fort dans son soutien à Israël. Donc, que faire d'une potentielle élection de Trump qui serait encore plus radicale peut-être dans son soutien à Israël, et de l'autre côté, l'autre agenda, peut-être iranien éventuellement, de la bombe nucléaire qui pourrait aussi un peu délier ses mains sur d'autres aspects. Voilà. Là, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Il y a une question en ligne. Prends le micro, Nadia. Donc on a un commentaire en ligne, mais il me semble que c'est plutôt une explication, une remarque davantage. Ben vas-y, écoute, tu peux toujours, et peut-être que nos intervenants voudront réagir. Voilà, donc on nous commente en ligne que la République islamique et son poulain, le Hezbollah, ont une stratégie de repli momentanée, car l'Iran pourrait accéder à des ogives nucléaires prochainement. Donc pourquoi se faire détruire avant l'obtention de l'arme suprême ? Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré la semaine dernière que l'Iran a assez d'uranium enrichi pour fabriquer plusieurs ogives. L'Iran repousse toute provocation pour se donner le temps nécessaire. Avant cela, et dans l'attente, la République islamique ne fera qu'intervenir ses proxys pour tester en réel ses capacités offensives de ses missiles. C'est bien parce que ça va dans le prolongement de la question qui vient d'être posée, donc c'est intéressant d'avoir ce commentaire. On prend encore une question et après je laisserai nos intervenants. Oui ? Bonsoir. J'aurais une question, peut-être pour M. Bittard, au sujet des alliés politiques du Hezbollah, que sont notamment Amal et le CPL. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez développer un peu les positions qui ont été adoptées par ces acteurs politiques au sujet de l'engagement du Hezbollah depuis le 7 octobre ? Et quelle est, selon vous, l'importance des positions du CPL et de Amal dans la prise de décision de Hassan Nasrallah? Merci beaucoup. Alors on va déjà, je pense, Dominique, tu veux commencer? Oui, il y a quelques éléments de réflexion. Pour la question du nucléaire, si vous regardez les déclarations des personnalités publiques impliquées, états-uniennes, israéliennes, iraniennes, mais aussi saoudiennes et autres, ça fait plus de 20 ans qu'on vous dit que l'Iran est à quelques mois ou à 2 ou 3 ans de... Ça ne veut pas du tout dire que ce ne soit pas vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il soit tout proche. Mais ça fait plus de 20 ans qu'on nous le dit. Et moi, je suis absolument incapable, je n'ai aucune source, donc je ne peux pas aller au-delà de ce constat-là. C'est-à-dire qu'on agite ce chiffon depuis plus de 20 ans maintenant, mais c'est peut-être la réalité. Le deuxième point, c'est les forces du Hezbollah, défensives ou offensives. En 2012-2013, il y a des observateurs qui ont dit si le Hezbollah va en Syrie, parce qu'en 2012, il ne l'avait pas déclaré officiellement, il va se perdre là-dedans, parce que de toute façon, on annonçait la chute du régime de Assad. Vous regardez les déclarations, y compris de collègues, de journalistes, etc. Bon, on est plus de 12 ans après, Assad est toujours au pouvoir. Ce que l'on ne sait pas, c'est combien d'hommes le Hezbollah a perdu dans l'affaire, mais comment il s'est aussi bien formé. C'est-à-dire, ces guerres qu'il a conduites sur le sol syrien a permis véritablement, parce qu'une armée qui ne se bat pas, c'est une armée qui perd en capacité militaire. Eh bien, en Syrie, tout en ayant perdu des hommes, mais on ne sait pas combien, il s'est aussi aguerri, si vous voulez. Et après, on ne sait pas non plus combien, parce qu'on nous donne des chiffres dans la presse, mais qui est allé voir et qui est allé vérifier combien il a de fusées, combien il a de ceci, combien il a... Personne ne sait exactement. Enfin, peut-être des gens le savent, mais moi, je ne le sais pas. Vu le nombre de choses qui sont trouvées à Gaza par l'armée israélienne, on se dit que le Hezbollah doit en avoir davantage. Et il doit en avoir bien davantage qu'en 2006, effectivement, parce que non seulement il a été fourni par l'Iran, mais il est possible de l'en fabriquer sur le territoire libanais plus facilement que dans la bande de Gaza. Donc voilà, ce sont des extrapolations. Et donc ces capacités sont aussi offensives, elles ne sont pas que défensives. Mais jusqu'à quel point, je n'en sais strictement rien. Karim ?
Oui, alors sur la question de savoir s'il faut prendre au sérieux les menaces israéliennes exprimées par M. Ben-Gvir et autres, je pense que oui, car elles reflètent un état d'esprit assez vaste, assez répandu en Israël, au-delà de M. Netanyahou. Il y a également une autre déclaration significative d'Avigdor Lieberman, l'ancien ministre, qui était l'un des premiers l'une des premières figures d'extrême droite décomplexée à arriver au pouvoir, celui-là même qui disait qu'il fallait décapiter les Arabes à la hache. Il a déclaré il y a 2 semaines qu'Israël devrait réoccuper le Liban pour au moins 50 ans. Donc ce type de déclaration reflète un état d'esprit israélien et de notre côté, elles rendent indirectement service au Hezbollah parce que le Hezbollah a beau jeu de dire vous voyez, nous avons besoin d'une force de dissuasion, nous sommes en présence de fous furieux qui veulent de nouveau envahir le Liban pour 50 ans. Et puis, ça montre également que M. Lieberman ne connaît pas bien l'histoire de son propre pays, car s'il avait étudié 1982-2006, la période de 18 ans d'occupation israélienne, il aurait compris que ce n'est pas si aisé d'occuper le Liban pendant 50 ans. Donc il y a Lieberman, il y a Smotrich, il y a Ben-Gvir, mais même des figures supposément plus modérées ont exprimé énormément de menaces contre le Liban, ont menacé de ramener le Liban à l'âge de pierre, et je ne parle même pas des déclarations sur l'arme atomique, etc. Donc ça doit être pris au sérieux. Le Hezbollah est considéré comme une menace beaucoup plus redoutable. L'humiliation qu'a subie Israël en 2006 est encore présente. Beaucoup souhaitent effacer cela. Et puis, en effet, le Hezbollah dispose de capacités offensives. C'est aussi cela qui inquiète Israël. Le Hezbollah commence même à avoir des hackers qui pourraient avoir un effet disruptif sur l'économie israélienne. Israël a beaucoup plus à perdre de ce point de vue-là. L'économie libanaise est déjà aux abois, alors qu'en Israël, il y a beaucoup de secteurs technologiques qui pourraient être victimes d'attaques, de cyberattaques. Il y a également en Israël énormément de jeunes qui pourraient être tentés de quitter le pays, qui pourraient très facilement repartir pour la Floride ou pour Los Angeles. Donc il y a également ce risque d'une fuite massive des élites israéliennes qui ne souhaitent pas vivre en permanence dans une situation de guerre. Donc ces menaces doivent être prises au sérieux. Pour Israël, la menace est perçue comme existentielle alors qu'elle ne l'est pas. Et là, ça nous renvoie aux traumatismes psychologiques qui sont présents dans l'inconscient populaire israélien et qui sont tout à fait compréhensibles. Le Hamas et le Hezbollah représentent des menaces pour Israël, des menaces stratégiques incontestablement, mais ces menaces ne sont pas existentielles, en ce sens qu'Israël a une force de frappe militaire infiniment supérieure. Israël est une puissance nucléaire, entre 80 et 300 ogives nucléaires, un soutien inconditionnel de la grande puissance américaine. Donc l'existence d'Israël n'est pas menacée. Par contre, ce qui s'est passé le 7 octobre, le traumatisme est tel que certains estiment que la menace est existentielle et qu'il faut aller au bout. Et cela rejoint l'autre question sur le nucléaire iranien. En effet, on a tellement crié au loup que plus personne ne prend cela au sérieux. Mais le retrait de Donald Trump du JCPOA, le fait qu'on ait déchiré de façon unilatérale un accord qui était un accord multilatéral impliquant l'Europe, l'Allemagne, l'ONU, etc., a en fait bénéficié à l'Iran, car c'était l'Iran qui avait fait énormément de concessions sur les centrifugeuses, sur l'uranium enrichi. L'administration Obama avait arraché un certain nombre de concessions à l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran se rapproche bien évidemment de l'arme nucléaire. Il n'y a pas grand-chose que les États-Unis et Israël peuvent faire, car on ne peut pas bombarder un savoir-faire. Les centrales sont installées à 6 pieds sous terre. On peut évidemment gagner un peu de temps si on les attaque, mais on ne peut pas venir à bout de ce programme nucléaire iranien. Et on va susciter un ralliement autour du drapeau. Les Iraniens sont très nationalistes. Ils détestent peut-être leur gouvernement. Mais s'il doit y avoir des frappes américaines ou israéliennes, ils vont se serrer, se rassembler autour de leur gouvernement. Et par ailleurs, on ne peut pas bombarder un savoir-faire. Israël et les États-Unis avaient tenté des assassinats ciblés contre les savants nucléaires iraniens.
Et puis ça s'est arrêté parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y en avait des dizaines et des centaines. Il y a énormément d'Iraniens qui ont fait des hautes études aux États-Unis ou ailleurs et qui sont capables, qui maîtrisent ce savoir-faire. Donc dans le meilleur des cas, on pourrait retarder le programme nucléaire iranien d'1 an ou 2 en ayant ressoudé une population iranienne qui était, il y a encore quelques mois, très radicalement hostile à son régime. Et la question sur Trump, est-ce que l'un ou l'autre... C'est très important parce qu'il y avait eu quelques petites tensions entre Trump et Netanyahou, mais le seul point de divergence entre eux, c'était que Trump reprochait à Netanyahou de ne pas avoir donné crédit à sa théorie selon laquelle l'élection lui aurait été volée, qu'il y aurait eu le Great Steal, etc. Mais sur toutes les autres questions, M. Trump aurait donné une carte blanche totale à Israël pour attaquer non seulement Gaza, mais aussi le Liban, éventuellement l'Iran. Donc il ne faut pas sous-estimer le risque d'avoir simultanément au pouvoir l'extrême droite israélienne et l'extrême droite américaine. Beaucoup d'Arabes et de musulmans, on peut les comprendre, sont aujourd'hui très déçus par rapport à Joe Biden, menacent de se réfugier dans l'abstention pour le faire battre, mais ils doivent quand même être très prudents car l'alternative serait extrêmement risquée. Monsieur Trump ne s'embarrassera d'aucune précaution. Aujourd'hui, il y a un discours officiel de solidarité inconditionnelle avec Israël, mais M. Blinken et quelques autres s'efforcent quand même d'inciter Israël à ne pas élargir la guerre, à ne pas ouvrir de nouveaux fronts. Alors qu'avec M. Trump, il y a de forts risques que l'on s'embarque dans une guerre régionale dont personne ne peut prédire l'issue. Bon, alors, on va... Tout ça est très... On va prendre encore quelques questions. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question concernant le couple, on va dire, Hezbollah et Iran. On a l'impression, enfin en tout cas à travers la presse française, que les deux camps sont plus soudés que jamais, alors qu'à la vue des derniers événements d'actualité, c'est-à-dire l'attentat qu'il y a eu en Iran il y a maintenant quelques semaines, je crois, et l'évolution de la situation géopolitique dans la région, est-ce que vous n'auriez pas l'impression qu'il y a une espèce de découplage, pas forcément stratégique, mais au moins politique, entre la direction du Hezbollah et l'État iranien, entre un État iranien qui serait en fait un espèce de géant au pied d'argile, car l'État iranien est quand même confronté à de nombreuses difficultés au sein de sa propre société, et un Hezbollah qui essaye de calmer les tensions, car il n'a pas les moyens de mener une offensive face à l'armée israélienne, comme vous l'avez... Alors, cela me permet de répondre également à une question que j'avais oubliée, celle du rapport du Hezbollah avec ses alliés. Alors, le lien organique avec l'Iran existe tout à fait. Personne ne le nie. Le Hezbollah se réclame de Wilayat al-Faqih, donc le guide suprême de la révolution iranienne et celui qui est le grand ordonnateur qui prend les décisions de guerre et de paix, qui fixe les grandes orientations. Mais le Hezbollah, de par sa double nature que j'ai évoquée tout à l'heure, doit également prendre en compte la scène politique intérieure libanaise. Et là, sur la scène politique intérieure libanaise, il est dans une situation beaucoup plus délicate qu'en 2006, précisément parce que ceux qui étaient ses alliés sont en train de se distancer très nettement. Il y a toujours cet accord d'entente entre le courant patriotique libre du général Aoun et le Hezbollah, mais la base populaire du courant patriotique libre est dans un tout autre état d'esprit aujourd'hui et n'accepte plus cet accord stratégique avec le Hezbollah. Pour ce qui est du mouvement Amal, cet accord tient toujours. C'est un duo pôle qui fonctionne avec le Hezbollah, mais c'est également deux mouvements dont la sociologie politique est radicalement différente. Le mouvement Amal est plutôt laïque. Ce sont des réseaux très clientélistes. Nabih Berri, le chef du Parlement, est celui qui sert d'interface entre le Hezbollah et le monde extérieur, puisque le Hezbollah ne discute pas directement avec les puissances étrangères, à l'exception de la France qui n'a pas complètement rompu ses contacts avec le Hezbollah. Mais tous les autres passent par Nabih Berri. Donc Nabih Berri demeure un acteur incontournable, mais la base d'Amal et la base du Hezbollah sont souvent en situation de tension, de conflit larvé. Les partisans du mouvement Amal sont un peu frustrés de voir que les partisans du Hezbollah sont payés en dollars, par exemple, alors qu'eux-mêmes
qui travaillaient dans l'administration libanaise ont vu leur pouvoir d'achat divisé par 10 ou par 20. Donc il y a ce type de susceptibilité entre le CPL, entre le Hezbollah, entre Amal et le Hezbollah, qui font que le Hezbollah n'a plus beaucoup d'alliés. Aujourd'hui, leur candidat à la présidence de la République, Sleiman Frangieh, ne représente qu'une petite minorité de chrétiens libanais. Son fils est député, il a 2 ou 3 autres alliés, mais il ne peut pas apporter au Hezbollah la couverture chrétienne que lui offrait le courant patriotique libre. Donc il y a quand même un isolement sur la scène libanaise et un isolement dans le monde arabe sunnite qui ont été causés par le positionnement pendant la guerre en Syrie, les erreurs qui ont été commises au Liban et le fait que le Hezbollah soit désormais perçu comme partie prenante du système et même comme le protecteur d'un système corrompu, comme une force contre-révolutionnaire, et non pas, comme c'était le cas lors de sa naissance, comme un mouvement porteur d'espoir, d'émancipation pour des populations opprimées. Et pour continuer la réponse, je ne parlerai pas de l'Iran comme géant au pied d'argile. Qu'il y ait des faiblesses à l'intérieur de l'Iran, les soulèvements de l'automne dernier ont montré ces éléments-là. Mais la répression a été très forte et ça montre la capacité des gardiens de la Révolution à tenir d'une main de fer cette société quand il est menacé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des forces centrifuges qui, aussi bien pour des raisons linguistiques ou pour des raisons confessionnelles, les sunnites du Sud notamment, hein, c'est là où il y a eu possiblement des recrues et puis des démocrates tout simplement ou des libéraux qui ne veulent plus de ces régimes-là, qui ne puissent pas le remettre en question. Il reste quand même très fort et avec des atouts dans ses mains. Mais et le Hezbollah rame dans le même sens. C'est-à-dire, après les attentats, le Hezbollah ramait dans le même sens que le régime iranien. Ils ne se sont pas du tout découplés. En revanche, là où on peut aller dans la nuance de ce que je viens de dire et se rapprocher de ce que vous avez indiqué, c'est qu'aujourd'hui même, on a Raisi à Ankara qui discute avec Erdogan, et hier, il y avait l'ambassadeur iranien et l'ambassadeur saoudien qui discutaient ensemble. Donc quand vous voyez des acteurs centraux qui discutent avec des gens avec lesquels ils ne sont pas forcément d'accord, et avec les Saoudiens, c'est le moins qu'on puisse dire, sur un certain nombre de sujets, ça montre qu'il y a des choses à jouer. Mais c'est peut-être aussi parce que l'Iran attend son heure avec cette carte nucléaire, ce que nous ne savons pas. Voilà pourquoi je ne l'appellerai pas géant pied d'argile, mais je reconnaîtrai un certain nombre de faiblesses incontestables. Il y avait encore une question ou deux. Oui, Madame Devant. Bonsoir. Je voudrais revenir sur la dimension politique intérieure qu'évoquait Karim Bitar. C'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup parler de la candidature de Sleiman Frangieh, beaucoup plus de celle du général Aoun, mais qui en même temps a été reconduit comme chef d'état-major des armées. Alors c'est pas le même Aoun que le président sortant, oui. Hein. Voilà, précisons tout de suite. Et le Hezbollah qui affirme que tant que la guerre à Gaza sera toujours en cours, les débats n'avanceront pas. Donc comment la guerre à Gaza vient justement affecter ces débats et ces discours sur la présidentielle, et quels horizons on peut espérer ou attendre en tout cas. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a encore une question qu'on prend maintenant, ou sinon je laisse Karim répondre? Là on est vraiment dans de la vie politique intérieure libanaise et on a besoin de tes éclairages, Karim. Alors, cette question pose la tragédie de la politique libanaise depuis déjà des décennies. L'élection présidentielle, historiquement, ne s'est dénouée que suite à un compromis, un modus vivendi entre les puissances régionales et internationales. La plupart des élections de l'histoire du Liban ont vu leurs résultats déterminés à l'avance suite à un accord entre puissances étrangères. Pendant l'époque où la Syrie occupait le Liban, c'était la Syrie qui était le principal décisionnaire, mais il y avait très souvent un feu vert américain, un accord tacite des Français, etc. Aujourd'hui, les principaux électeurs sont le Hezbollah, l'Iran, mais l'Arabie saoudite a également son mot à dire. La France a tenté de jouer
un rôle, a tenté de proposer une formule où on aurait vu Sleiman Frangieh, candidat proche du Hezbollah, être élu à la présidence de la République, avec en contrepartie un Premier ministre plutôt proche de l'Arabie Saoudite, des mouvements réformateurs libanais, et un gouverneur de la Banque centrale également proche du camp souverainiste. Mais il y a eu une mobilisation assez forte des Libanais qui ont refusé cela, car le président de la République est élu pour 6 ans, le Premier ministre peut tomber en quelques mois. Donc aujourd'hui, le jeu est encore très ouvert. Certains pensent que la page Frangieh est tournée, mais je pense que ce qui se passe à Gaza peut inciter le Hezbollah à faire preuve d'un certain jusqu'au-boutisme, à insister pour avoir un président auquel ils fassent entièrement confiance. Ils utilisent souvent la formule « nous ne voulons pas d'un président qui nous poignarderait dans le dos ». Donc, si ce n'est pas Sleiman Frangieh, il faudrait que ce soit quelqu'un en qui le Hezbollah fasse entièrement confiance et qui pourrait quand même donner des gages à la communauté internationale, comme quoi il ne ferait pas totalement obstacle aux réformes, aux négociations avec le Fonds monétaire international. C'est un peu chercher le mouton à 5 pattes. Ce sera extrêmement difficile. Ça pourrait traîner encore plusieurs mois. Mais s'il devait y avoir une détente irano-saoudienne qui se confirme, l'accord qui avait été parrainé par les Chinois était intervenu quelques semaines avant cette guerre du 7 octobre. Les négociations perdurent. La priorité pour l'Arabie saoudite, c'est le Yémen, c'est de sécuriser ses investissements, NEOM, etc. Si les Saoudiens parviennent à obtenir des concessions au Yémen, il n'est pas exclu qu'ils finissent par lâcher du lest au Liban. Et c'est une angoisse permanente chez les Libanais de voir qu'ils sont souvent sacrifiés, qu'ils sont toujours autour de la table, qu'ils ne sont jamais autour de la table, mais qu'ils sont toujours au menu. Et que très souvent, comme le Liban est le maillon faible, c'est au Liban que les prix vont être payés. Donc les Libanais craignent d'être à nouveau les dindons de la farce, d'être à nouveau sacrifiés sur l'autel d'un éventuel accord américano-iranien ou irano-saoudien. Il faut aussi inverser le regard, c'est-à-dire que les Libanais vont toujours chercher des alliés à l'extérieur aussi pour lutter contre l'autre camp. Ce n'est pas simplement qu'ils sont au menu de la table, c'est que chaque camp libanais va aller chercher son allié à l'extérieur pour faire contrepoids à l'allié de l'autre. Ça marche dans les deux sens, la relation. Ils ne sont pas que des victimes. Absolument. Et ça remonte au 19e siècle. C'était exactement la même chose au 19e siècle. Et les mêmes causes entraînant les mêmes effets, c'était les angoisses existentielles des communautés qui les amenaient à chercher des parrains étrangers. À l'époque, c'était la France pour les Maronites, la Grande-Bretagne pour les Druzes. Aujourd'hui, c'est les sunnites et les chiites qui cherchent appui auprès de l'Iran ou de l'Arabie saoudite. Mais c'est ce même processus, et ce même processus perdure parce que le Liban a été incapable d'édifier un État digne de ce nom, avec un lien direct entre le citoyen et l'État, sans que chaque individu libanais ne soit prisonnier de son appartenance communautaire. L'essentiel aujourd'hui est de bâtir un nouveau contrat social pour que chaque Libanaise, chaque Libanais puisse accéder à ses droits sans les quémander auprès d'un leader communautaire qui lui-même serait inféodé à une puissance étrangère. Tout un programme. Une dernière question peut-être? Oui, allez, attendez le micro, sinon on ne va pas vous entendre et Karim ne vous entendra pas. En fait, ce n'est pas vraiment une question... Enfin, c'était par rapport au fait que l'Iran était pratiquement... avait à sa portée l'arme nucléaire. C'est quand même le seul pays dans le coin. Il y a Israël, quand même. Oui, Israël. Non, mais alors je voulais dire de l'autre côté. Il y a le Pakistan qui n'est pas très loin non plus. Le Pakistan n'est pas très loin non plus. Mais le Pakistan, il est pas exactement... Si l'Iran a tapé au Pakistan, je veux dire que... Et si le Pakistan a tapé en Iran, je suis désolé. Hein. Il ne faut pas simplement regarder du côté de l'Ouest, il faut regarder également du côté de l'Est. Mais c'est quoi leur relation autrement entre l'Iran et le Pakistan, je veux dire. Précisément, visiblement, les Pakistanais ont fait des choses en Iran, l'Iran leur a reproché, et les Pakistanais ont dit « vous ne nous reprochez pas les choses comme ça ». Non, les relations, il faut quand même complexifier un peu les relations. Hein. C'est pas simplement l'Occident contre le reste du monde, ça se joue. Bien, absolument.
Mais oui, on a tendance. Hein. Je pense que ce soir, on vous a montré que c'était un peu plus compliqué. C'est l'intérêt des rencontres du LIREMO, si je puis me permettre, d'apporter justement des réponses à cette complexité. Écoutez, il me reste vraiment à vous remercier, Dominique et Karim. Un grand merci.